Tout le rez-de-chaussée est constitué d'un rang de pierres sombres, le grès, qui semble donner son assise au bâtiment. Une pierre qui a été choisie pour ses qualités particulières en termes de construction. Le grès est une roche qui va résister particulièrement au choc. Par exemple, au choc que peuvent créer les roues d'une charrette, mais c'est aussi une roche qui va être particulièrement résistante en cas d'incendie, ce qui est intéressant, et surtout qui est résistante à l'eau. Donc lorsque l'on sait que l'île était une zone marécageuse, c'est un matériau que l'on va particulièrement apprécier pour les rez-de-chaussée à l'île. Sur le reste de la façade, on trouve des rangs de pierres blanches à chaque angle, corniche et bord de fenêtre qui répondent parfaitement à la brique rouge. Aurait-elle donc un intérêt architectural particulier? L'avantage de la pierre blanche, c'est qu'elle se taille assez facilement. Donc on peut fabriquer des carreaux comme un mikado qui peuvent s'enchevêtrer les unes les autres. Ceci permet de faire des encadrements, de structurer le bâtiment, qui n'aura plus ensuite qu'à être rempli par la brique ou par les fenêtres. Mais ce n'est que la partie apparente de l'ossature du bâtiment. Car pour en renforcer encore la solidité, l'architecte a ajouté dans le prolongement de chaque poutre des ancres de métal, qui sont fixées dans la pierre de chaque côté du bâtiment et permettent de solidariser l'ensemble de la structure. Pourtant, ces parties métalliques ne sont pas visibles sur la façade, à la différence d'autres bâtiments autour. Où sont-elles donc disposées? On va masquer toutes les parties techniques par des objets architecturaux décorés sur un principe de décor de la Renaissance. Les attaches de métal sont donc cachées par des sculptures, ces fameuses ornementations de pierre qui ont précisément fait la renommée de la vieille bourse. Mais comment les tailleurs de pierre ont-ils eu l'idée de ces motifs aussi fins, aussi variés? Ce que l'on pourrait attribuer à leur imagination créatrice débordante renvoie en fait à des sources très codifiées. Ils sont allés directement chercher, puiser leur inspiration dans les traités d'architecture qui étaient publiés à l'époque. Alors ils ne reproduisent certains modèles à l'identique, ils vont prendre un modèle sur telle page, un autre sur telle page, etc. Ils vont tout rassembler et faire un petit peu leur propre décor. Lorsque l'on compare les sculptures à leurs modèles, on remarque la fidélité avec laquelle les sculpteurs ont respecté le dessin initial. Mais alors, qu'est-ce qui donne à ce joyau de pierre ciselée cette apparence de décor joyeux et exubérant? Ici, l'exubérance, c'est d'associer de nombreux motifs. Là où, en Italie, par exemple, on combinerait 2 ou 3 éléments, ici, on combine 10 éléments décoratifs. Les supports vont être entrecoupés de guirlandes de fleurs et de fruits. On va voir aussi les supports prendre la forme d'hommes et de femmes, ce qu'on appelle les cariatides et les thermes. On a aussi une alternance de frontons courbes et de frontons triangulaires au-dessus des fenêtres. On a de la polychromie, du décor, tout cela est très joyeux et festif. Ce sont tous ces éléments qui font de la vieille bourse un chef-d'œuvre de l'architecture lilloise. Un équilibre des proportions et une beauté des décors qui vont marquer à jamais l'ensemble du paysage urbain. La vieille bourse va avoir une influence sur l'architecture civile de l'île. On va se mettre à construire des rangs de maisons identiques les unes aux autres. Et c'est ce qu'on appelle le rang lillois ou la travée lilloise. Qui fait qu'au XVIIIe siècle, les visiteurs disaient que c'était une des plus belles villes du royaume, étant donné l'harmonie de cet ensemble. Une influence criante lorsque l'on regarde le rang de Beauregard, un assemblage de maisons construit 35 ans plus tard à seulement quelques mètres de là. Les choix visionnaires de l'architecte Julien d'Estrées ont ainsi contribué à donner au vieux Lille son harmonie rayonnante et chaleureuse, désormais célèbre. Un kilomètre plus loin, un autre bâtiment réinterprète 2 siècles et demi plus tard l'héritage flamand et les ornementations sculptées à l'aide d'un matériau moderne, le béton armé. Il s'agit de l'Hôtel de Ville.
Construit dans l'entre-deux-guerres, ce géant de béton perce le quartier grâce à ses proportions monumentales. « 145 mètres de long, 45 mètres de large, 3 étages qui culminent à 30 mètres de haut et un immense beffroi qui dépasse les 100 mètres. Des dimensions totalement atypiques pour un bâtiment de ce type. C'est un bâtiment d'une certaine grandiloquence architecturale qui ne peut pas correspondre simplement à un besoin administratif. Alors, pourquoi avoir construit un projet aussi pharaonique à Lille au lendemain de la Première Guerre mondiale? Pour mieux comprendre, il faut se replonger dans le contexte. La ville est durement marquée par la guerre. Son hôtel de ville a brûlé accidentellement. Il faut donc le reconstruire. Mais où et comment? On choisit alors un quartier éloigné de son emplacement d'origine, le quartier Saint-Sauveur. Ce bâtiment est vraiment destiné à devenir une espèce de tête de pont d'une réorganisation du quartier et par extension de la ville. Il s'agit d'un quartier ouvrier et insalubre. Or, la mairie vient de passer aux mains des socialistes qui veulent frapper fort dans la capitale du Nord. Ça doit être un emblème de la ville, ça doit être un repère. C'est un espace politique, idéologique, en quelque sorte. L'international a été inventé ici. Si la restructuration urbaine se perd rapidement en chemin, l'hôtel de ville, lui, est bien construit. Et pour porter haut et fort les couleurs de Lille, l'architecte Émile Dubuisson dessine un bâtiment hors norme, qui mêle tradition de la brique et modernité du béton armé, utilisé à grande échelle et laissé apparent sur tout l'édifice. L'hôtel de ville de Lille, c'est une glorification du béton sous toutes ses formes. Il est employé pour la structure du bâtiment, l'ossature en quelque sorte, pour faire tenir le bâtiment. Et en même temps, le béton est aussi largement employé dans des aspects de surface. Le meilleur exemple de cette utilisation extensive du béton est la grande galerie qui traverse le bâtiment de part en part. Elle atteint l'incroyable longueur de 145 mètres, soit 2 Boeing 747 mis bout à bout. C'est vrai qu'on est dans une ambiance qui est plus proche de ce qu'on peut trouver dans les gratte-ciel des années 20-30 à New York. Cette espèce de luxe, cette espèce d'ampleur des espaces. L'idée de faire un très grand hall comparable à un hall de gare, par exemple, montre l'incorporation d'idées qui sont nouvelles pour un hôtel de ville. L'idée est en fait de gérer l'administration de la ville avec les méthodes les plus avancées de l'époque, inspirées de la banque, du commerce ou de l'industrie. La grande galerie rationalise donc l'espace qui dessert les différents halls et services situés sur les côtés, ainsi que les escaliers monumentaux, et évite ainsi les dédales de couloirs. Mais avec ses 7 mètres de haut et ses 16 mètres de large, cette énorme rue couverte impose d'importantes contraintes techniques. Cette grande galerie a des portées très larges, très peu de points d'appui intermédiaires, c'est-à-dire que dans la grande galerie, on se passe de murs au profit de colonnes. Alors pour soutenir l'énorme poids des étages supérieurs du bâtiment, Émile Dubuisson implante 42 colonnes de béton armé, une technique architecturale qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs siècles.